Hi, welcome back. So, two notes before we start with the panel session. If we want to have Bienvenue. Avant de passer à la suite, si vous avez besoin plus de l'eau et vous avez vos propres bouteilles, vous pouvez les remplir à l'extérieur de la salle, donc très bon pour l'environnement. Vous avez également une prise électrique chaque table pour connecter vos ordinateurs, vos smartphones, si vous avez besoin de les charger. Alors, nous passons maintenant à la suite. Nous avons une table ronde sur les structures de gouvernance et rôle des partenaires sociaux au sein des SPE, qui est modérée par Anton Eckersley, directeur des relations internationales à Ingeus. Je te passe la parole. Nous sommes tous dans l'attente de cette discussion très intéressante. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous qui se sont rendus ici à Tallinn, ainsi qu'à ceux qui sont connectés à distance dans différents fuseaux horaires de par le monde. Donc, je vous demande d'abord d'ouvrir l'application slido.com. Vous verrez la première question. Nous sommes dans la salle qui s'appelle Black Box, mais la question est tout à fait à l'extérieur de l'habituel. Donc, voici la première question. Quel smartphone utilisez-vous? C'est un Nokia, un Samsung, Apple ou autre? Patience. Vous allez tout de suite comprendre quel est le lien avec le sujet que nous abordons aujourd'hui, à savoir la gouvernance. Je vous laisse un petit peu de temps pour retrouver la question dans l'application. Donc, s'il vous plaît, trouvez l'application et trouvez cette question. Donc, vous avez la possibilité de choisir Nokia, BlackBerry, Samsung, Apple ou autre. Donc, en attendant les résultats de ce vote, j'aimerais faire référence à ce qu'a dit notre orateur principal d'aujourd'hui. Il parlait de la technologie qui avance très rapidement, la déglobalisation, les changements très rapides, les chaînes d'approvisionnement en changement permanent, les transitions numériques sur des marchés de l'emploi. Au sein de nos réseaux, nous discutons souvent des meilleures pratiques. Comment les SPE, en tenant compte de notre écosystème particulier, pouvons développer des programmes qui permettent aux employés de rester sur un poste permanent. Nous cherchons toujours des réponses à de diverses questions. Nous essayons de savoir comment obtenir des résultats nécessaires pour nos clients. Monsieur Lee a parlé également de dialogue social, a dit à quel point c'est important. Dans le développement des différents services du marché de l'emploi. Alors, en revenant à cette question, de quel smartphone vous servez-vous? Donc, Apple, il semble que ce sont des représentants des SPE bien riches. Moi, j'ai un Samsung, Nokia, BlackBerry 0%. Jusqu'à 2007, Nokia occupait plus de 50% du marché.
Aujourd'hui, bien sûr, c'est Samsung et Apple qui sont les leaders du marché. Ils sont encore plus utilisés que les marques chinoises. Alors, pourquoi c'est important? En 2007, Nokia occupait la place numéro 1, alors que maintenant, Nokia se trouve au 7e place. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Là, il y a un lien direct avec la gouvernance. La gouvernance des entreprises type Nokia. Il y a un lien avec la vision stratégique et les investissements. La façon dont ils ont fait le lien entre différentes parties prenantes, nous avons tendance à oublier que la majorité des smartphones ont plus de 30 composants. Comment finalement produire un téléphone que les clients veulent utiliser? Donc, comment savoir si ce produit va fonctionner ou pas? Donc, il est clair que si on utilise cette analogie dans le cas des SPE, il y a des SPE qui, pendant ces derniers 45 ans, ont eu plus de succès que d'autres. Quand nous parlons de leur capacité à réagir aux changements sur le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous avons soi-disant un panel d'experts Rolls-Royce, donc le meilleur, la crème de la crème, on peut dire. Nous avons ici Monsieur Peep Peterson, président de la Confédération estonienne des syndicats. Je suis ravi également de revoir ici Marie-Thérèse Fombona, responsable des relations internationales dans le Forum à Belgique. Ensuite, nous avons Dr Massa de l'université de Johns Hopkins des États-Unis. Et j'espère que nous avons en ligne également M. Azirouan bin Arifin de l'Organisation de sécurité sociale de Malaisie. Malheureusement, M. Ibrahim Agnok, directeur général de SPE du Mali, ne peut pas participer à notre panel. En tout cas, bienvenue à M. Azirouan bin Arifin. On ne vous entend pas pour l'instant. Donc espérons que ce problème sera bientôt résolu. Donc je passerai maintenant dans le vif du sujet. Et je commence par toi, Michael, si tu permets. Donc en parlant de dialogue social, on dirait que c'est comme une opération post-guerre, selon la Convention 88. Nous savons que la création des SPE date d'avant. Il s'agissait d'établissements qui réunissaient les employeurs et les employés. Donc il y avait un lien direct là avec les SPE et les employés, les employeurs. Est-ce que vous pourriez expliquer plus en détail comment ce développement s'est déroulé pour que tout le monde ait un bon aperçu? Je vous remercie, Anton. Oui, les services du marché de l'emploi ont été proposés depuis la fin du 19e siècle. Donc, il y avait à l'époque beaucoup de personnes qui cherchaient de l'emploi. Les syndicats se formaient à cette époque et proposaient des services directement aux chercheurs d'emploi.
On pouvait voir à l'époque des conflits entre les classes de la population. Les syndicats s'organisaient pour éviter la diminution du salaire, pour permettre d'améliorer la situation de leurs membres. D'un autre côté, nous avions les employeurs, nous avions le patronat qui également s'organisait dans des associations. Donc là, on organisait déjà des échanges dans le domaine de l'emploi. Donc c'est une situation qui perdurait un certain moment. Et au fur et à mesure que les SPE se développaient, bien sûr pas du jour au lendemain, c'était un processus lent. Tout d'abord, c'était l'obligation des collectivités locales qui fournissaient ces services. Ensuite, on commençait à coopérer avec des représentants du marché privé, avec le patronat. Il y avait des initiatives privées également. Avant la Première Guerre mondiale, et même après la Première Guerre mondiale, on a essayé de recruter du personnel de façon organisée, des personnes qui avaient fait la guerre. Il y avait un véritable maltraitance des travailleurs. Alors, quant au dialogue social, on sait que le dialogue social a une histoire très longue, que ses racines se trouvent dans les organisations syndicales et du patronat. Donc, bien sûr, cela nous place dans un tout autre cadre que si nous parlions de dialogue social dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Peterson, Institut Tukasa, donc le SPE estonien, est une institution assez jeune. On a appris aujourd'hui que vous allez bientôt fêter vos 20 ans. Pourriez-vous expliquer pour quelles raisons vous avez choisi l'option tripartite quant à l'approche au dialogue social? Alors, tout a commencé par le fait que les employés et les employeurs se trouvent à pied d'égalité. Tout le monde fait partie du développement économique et toutes les parties prenantes ont compris qu'il y a un danger, qu'il y ait des entreprises qui faillent, qu'il y ait un danger quant au chômage, et donc il faut lutter contre ces risques. Et donc notre gouvernement considérait nécessaire avoir un SPE. Au début, nous n'avions fait d'autre que de recueillir des ressources financières et ensuite de les repartir. Mais en 2008, nous avons fait la réforme des lois qui régissent par exemple le marché de l'emploi. Et donc ensuite on crée un fonds donc qui appartenait à 3 parties prenantes, et on a décidé que ce fonds devrait gérer également tous les services proposés pour les chercheurs d'emploi. Donc ça, c'était notre principe de base. Nous avons déjà entendu aussi que certains pensent que le dialogue social est du temps perdu, mais finalement ce sont les partenaires sociaux qui décident
Donc le dialogue social n'est pas un simple dialogue, c'est aussi un processus de prise de décision. Donc en Estonie, les syndicats et le patronat ont leur mot à dire dans la conception au niveau de politique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment une très bonne idée de créer un tel système. C'est un système indépendant. C'est bien sûr un organisme public, mais quand même séparé du gouvernement. Nous avons nos propres réserves. Et nous décidons tout à fait indépendamment de leur gestion. Nous avions donc pu agir très vite dans la situation pandémique. Nous n'avions besoin que d'une semaine pour décider quel modèle utiliser. Donc notre financement est tout à fait indépendant. Donc grâce à cet accord tripartite, nous avons pu faire les premiers paiements en quelques semaines. Donc j'espère que le lien avec la Malaisie fonctionne. Nous savons que le SPE malaisien est finalement assez jeune, si je ne me trompe pas. Donc au début, quand le SOCSE a été créé, vous avez eu quelques difficultés. Pourriez-vous en parler plus en détail? Quelles difficultés vous avez rencontrées en essayant de mener un dialogue social? Et de quelle façon vous avez pu aller outre de ces difficultés? Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne vous entend toujours pas. Donc, on ne peut pas entendre la Malaisie. Donc, espérons que la technologie permettra également de résoudre cette situation. Mais passons maintenant à la Belgique. La Belgique a un modèle classique en 3 parties. Pourriez-vous expliquer comment mène le Forum un dialogue social? De quelle façon sont les partenaires sociaux inclus dans la conception de la politique et ainsi que dans le travail de l'évaluation? Service public d'emploi relativement jeune à situation où en Belgique on a une longue tradition de la concertation sociale, donc je suis très heureuse de faire partie de ce panel pour cette raison-là, parce que la concertation sociale en Belgique elle est vraiment très structurée, elle est pour ainsi dire institutionnalisée. Et c'est au niveau de la société en général qu'elle est structurée, mais aussi, bien entendu, au niveau de notre service public d'emploi wallon. Donc, on a, comme dans certains autres pays, une tradition culturellement très ancrée, mais contrairement, par exemple, aux pays nordiques, elle est plus formalisée. Nordique, il y a moins de formalisation. Mais on est très loin d'une situation où la concertation sociale est une concertation sociale de façade, qui se limiterait par exemple à demander des avis ou à transmettre uniquement de l'information pour la forme, parce que ça existe également, vous en êtes conscient. Donc les relations avec les partenaires sociaux en Belgique, elles ont atteint un certain degré de maturité. Et donc, j'imagine qu'au cours de notre discussion, je pourrais mettre en avant certains points d'attention et certaines évolutions qu'on a pu avoir. Donc, notre modèle, notre approche, elle est relativement maximaliste dans le service public d'emploi wallon, maximaliste dans la composition de notre organe de gestion principal, qu'est le comité de gestion. Le comité de gestion, il est composé de
il est quadripartite dans sa composition, en fait, puisqu'il y a des représentants des employeurs, des représentants des travailleurs, bien entendu. Les employeurs sont représentés par des fédérations d'entreprises, les travailleurs par les principaux syndicats. Il y a la représentation de l'administration, donc du service public d'emploi en tant que tel, et il y a également la présence de 2 commissaires du gouvernement wallon. La présence de ces commissaires vise à garantir le respect de l'intérêt général et le respect aussi du cadre légal. Donc on voit qu'on a eu une approche maximaliste, mais aussi dans le pouvoir de décision qui est octroyé aux partenaires sociaux dans notre comité de gestion. En réalité, les partenaires sociaux, que ce soit le banc patronal ou le banc syndical, ils ont pouvoir de décision et ils sont les seuls finalement à avoir pouvoir de décision. Ils ont le droit de voter le cas échéant. Et on a vraiment une bipartite finalement au niveau du pouvoir de décision par les employeurs et par les représentants des travailleurs. Donc je voulais aussi peut-être attirer l'attention ici sur un risque qui peut exister puisque le comité de gestion est amené à prendre des décisions par rapport à certains dispositifs où les partenaires sociaux sont partie prenante. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être que ce type de problématique sera traité lors des questions-réponses et je vais peut-être m'arrêter là dans la description du système en Wallonie. Parfait, merci bien Marie-Thérèse. We're going to try and go back to Malaysia now and hope that we can hear you again. So I'll repeat the question. Merci. Maintenant, nous essayons de rétablir la connexion avec la Malaisie. Nous savons que SOCSO est une organisation assez jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisé le dialogue social en Malaisie, comment il s'est développé pour réagir aux défis ces 20 dernières années? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci beaucoup. Après la pandémie du Covid-19, nous avons tous compris que tout dépend toujours des technologies d'information. Certes, nos organisations en Malaisie fonctionnent depuis des années déjà. Les 2 organisations, les 2 SPE, nous avons fêté un anniversaire l'année dernière. Le principe de notre travail, c'est la sécurité sociale pour proposer des garanties sociales aux personnes. En 2018, nous avons adopté cette approche et nos tâches sont les conseils, l'appui aux chercheurs d'emploi, donc ce sont plutôt les services de réhabilitation sur le marché du travail. Nous proposons nos connaissances, nos compétences pour que les personnes puissent rentrer de nouveau sur le marché du travail. Nous l'avons fait depuis l'année 2008. Nous proposons aussi des services dont l'objectif est d'anticiper, d'éviter le chômage.
Nous avons introduit ces services en 2019. Quand nous avons commencé notre activité, nous nous sommes appuyés sur le modèle d'OCDE. Ce sont les allocations chômage surtout. Et nous avons ensuite développé. Ce ne sont pas que les allocations chômage que nous proposons maintenant. Maintenant, nous proposons plus de services. Nous coopérons avec des ministères, des ONG, des collectivités locales, des organisations publiques. Notre activité a commencé il y a à peu près 50 ans. Donc notre organisation n'est pas une nouvelle pour les chercheurs d'emploi ou pour les employeurs. Nous avons bien établi notre rôle dans la société. Nous avons 600 points d'accueil dans le pays, ce qui signifie que nous proposons un service assez personnel. Nous venons vers les personnes. En 2020, nous avons intégré le portefeuille de travail. C'est une mesure. Nous proposons cette mesure aux personnes, aux chercheurs d'emploi. Le portefeuille d'emploi. Quelles sont les plus importantes mesures que nous avons entreprises ces dernières années? Les jalons de notre activité. Nous avons progressé assez bien parce que les garanties sociales existent depuis longtemps déjà et il est bien d'élargir notre activité en se basant sur ces éléments. Oui, c'est une très bonne remarque. Je vais revenir à ce portail d'emploi, My Future, le portail d'emploi. C'est là où on fait des projets pour l'avenir. Donc on va revenir à ce sujet maintenant. Une question à Jacqueline. Souvent, on considère que c'est plutôt une question des pays développés. Mais au sud, on sait qu'il y a aussi une longue histoire du dialogue social. Est-ce que vous pourriez parler des défis que vous voyez où nous voyons que il y a peu de travail formel qui impacte la situation? Oui, je voyage beaucoup dans le monde, surtout dans le sud de la planète, et je regarde surtout quelles sont les failles des marchés du travail. Il y a des lacunes souvent. Cela signifie que les SPE n'ont pas bien organisé leur travail et il y a des failles en ce qui concerne la capacité de voir les lacunes. Souvent, les SPE ont commencé parce que nous avons eu des secteurs de production. On voulait trouver des meilleures façons pour que les employés puissent entrer en dialogue avec les employeurs et de l'autre côté pour que les employeurs puissent trouver des employés pour les postes vacants.
Ce sont le secteur public et le secteur privé qui s'occupent de ce domaine. Nous voyons le problème de la pénurie des ressources. Les organisations ne peuvent pas proposer des services de bonne qualité souvent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté les entreprises, surtout celles des technologies d'information, des technologies qui avaient besoin d'employés et qui avaient les moyens financiers. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que l'employeur se tourne plutôt vers les organisations patronales et non pas aux SPE. Ces 5 ou 7 dernières années, nous avons vu un changement. Nous avions avant 5 000 postes vacants et maintenant il y en a 20 000. Donc les SPE doivent être plus ouverts. La même chose s'est passée en Jamaïque. Quand j'ai visité la Jamaïque pour la première fois et j'ai vu cette base de données électronique pour la première fois, dans cette base, il n'y avait aucune proposition de travail. Donc les changements ont eu lieu, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on s'est adressé aux employeurs, ce qui a changé complètement le dynamique des SPE, parce qu'il y a cette nouvelle stratégie de s'adresser aux employeurs. Merci, c'était un très bon exemple. En fait, les solutions techniques sont un bon moyen d'informer les chercheurs d'emploi en ce qui concerne les postes vacants et pour gérer ce domaine. Oui, effectivement, et si on analyse la situation globale, les personnes en situation vulnérable sont justement ceux qui n'ont pas assez de contacts. Donc c'est une vraie valeur que les postes vacants sont connus très largement à tout le monde, et même à ceux qui sont dans une position vulnérable. Et pour cela, nous avons justement les SPE. Dans l'Amérique latine, c'est aussi un moyen pour favoriser le travail formel, parce que si la personne a les informations, il peut trouver de manière officielle un emploi. Merci beaucoup. Monsieur Lee a parlé aujourd'hui de la réaction des SPE aux crises différentes. Nous savons qu'il y avait des pays avant la pandémie qui ne s'étaient pas encore rétablis de la crise financière. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail mené en Estonie dans ce domaine? Comment avez-vous essayé de diminuer les risques pendant les 2 crises? Je parle de la résilience dans le contexte du marché du travail. Je pense que nous pouvons avoir plusieurs crises dans l'avenir. Oui, en tout cas, ça a été fondé. And then, of course, it was quite sunny years of starting. Il y a déjà plusieurs années. One big crisis before 98. Je pense que c'était en 2002. C'était le moment de croissance économique. Financial crisis came. Et il y avait également d'autres crises en Estonie. Et quand nous avons fait face à la crise économique mondiale, nous avons compris que nous n'avons pas assez de ressources financières. Nous avions
des réserves importantes, mais quand même, compte tenu Workers are paying de ces risques ou de ces crises, il est important d'avoir des réserves même plus importantes. exactly what is the smart thing to do when they Nous avons créé donc le système d'assurance chômage. Chaque personne épargne de l'argent pour après, dans une situation compliquée, pouvoir utiliser cet argent. Donc il faut augmenter des réserves. relatively Et d'un autre côté, les syndicats ont aussi joué un rôle important parce que le marché du travail estonien approximately 100 est assez limité quand même, applicants during this. assez petit. It means that Et pendant la crise financière, nous avons perdu these people, à peu près 100 000 personnes, 100 000 travailleurs. our employees, Et nous avons même complètement perdu de vue ces gens parce qu'ils sont restés à la maison, par exemple. Ils étaient inactifs. Et on nous a demandé, nous avons du travail, mais il paraît qu'il n'y a pas de personnes qui cherchent du travail. in crisis time, when people really La période de l'allocation chômage dépend de la situation sur le marché. need it, and this is kind of anti- Pendant les crises, les personnes ont même plus besoin de l'argent que dans une situation normale. Donc, il faut pouvoir être flexible, utiliser nos réserves. Nous avons Having that level of même pensé à a very important part in your ability, prendre des prêts. I suspect, to what has happened to in Germany. especially when actually, you know, when the reserves are growing a lot. Donc oui, donc si vous avez une bonne réserve, Somewhere standing. tout ceci est faisable. There are so many political issues to solve, and then actually the employers. And Mais d'habitude, le gouvernement a d'autres problèmes à résoudre, donc il cherche toujours à avoir une part de notre argent finalement. Mais le patronat dit toujours non, 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 ne touchez pas à nos réserves. Mais comme c'est le gouvernement qui gère nos réserves, on leur interdit de toucher à nos réserves. Le gouvernement a ses propres réserves, bien plus grandes que les nôtres, donc ne touchez pas à notre argent, en gros. Donc nous avons continuellement lutté pour cette indépendance. Ce modèle classique tripartite, Michael, adopté par les SPE, donne beaucoup d'indépendance, permet d'agir assez rapidement. Peut-être plus répandus sont les modèles soi-disant top-down ou descendantes. Pensez-vous que opérer selon un tel modèle, finalement, diminue l'indépendance dans la gouvernance du SPE? Y a-t-il des avantages, des inconvénients dans ce modèle top-down par rapport à un modèle classique tripartite? Merci. Oui, je ne pense pas que je puisse le décrire de façon aussi concrète. Tout dépend. Cela dépend de l'établissement concret. Il y a quelques années, nous avons mené une enquête en Afrique et également au Moyen-Orient et nous avons pu constater des tendances générales. As top down, I mean, as executive agency or top down, but with relatively more independent. Oui, donc ces établissements qui sont indépendants peuvent être gouvernés aussi de façon descendante. Mais finalement, ils étaient
peut être plus dépendant du ministère, mais pouvait en même temps fournir plus de services aux chercheurs d'emploi. Bien sûr, la situation de par le monde varie grandement. Il y a des nuances importantes. En réalité, l'utilisation de ce modèle classique ne permet pas d'avoir une indépendance plus pratique. Mais on constate quand même que ce modèle classique permet de prendre des décisions plus rapidement, de coopérer mieux. Et comme on a entendu, il est possible même dans une situation de crise à arriver à un accord dans l'espace d'une semaine. Bien sûr, ceci ne serait pas possible si l'établissement n'est pas indépendant. Mais nous savons aussi qu'au Royaume-Uni, par exemple, on utilise un modèle de gouvernance descendante, mais finalement, c'est très performant. Donc cela dépend. La prise de décision peut être très rapide également dans des établissements qui sont gérés différemment. Donc ici, il y a beaucoup d'aspects différents à tenir en compte. Il faut savoir de quelle façon le SPE est géré, quelle est sa gouvernance, comment ils incluent dans leur travail d'autres parties prenantes, quel est le processus de prise de décision. Il ne faut pas forcément adopter le modèle tripartite. Il y a bien d'autres moyens. Peut-être qu'il s'agit plutôt d'un établissement qui donne des conseils. Donc finalement, chaque situation doit être analysée séparément et il faut comprendre en profondeur tous les facteurs de la gouvernance et de la prise de décision. Donc si je comprends bien, ce qui est plus important, c'est le consensus, la légitimité. Monsieur Azurian, j'aimerais vous repasser la parole. Nous savons qu'en Malaisie, si on regarde le pourcentage des personnes syndiquées, c'est assez bas, finalement, que 6%, mais les syndicats sont néanmoins considérés comme étant un partenaire important dans votre travail. Donc, pourriez-vous nous parler de fonctionnement de ce partenariat social pendant la période de Covid-19? Oui, je vous remercie. C'est une très bonne question. Avant d'y répondre, je dois vous expliquer quelle est notre structure de gouvernance. The employment social security. And in past, alors ici, il y a un lien direct avec notre système d'assurance chômage. Nous avons nous avions par le passé notre propre conseil et donc dans ce conseil étaient les représentants du patronat. Donc c'est même organe qui est responsable d'assurance chômage et de la protection sociale. Donc les deux parties prenantes sont représentées, c'est-à-dire les syndicats et le patronat, donc en passant par leurs organisations respectives. Et en parlant maintenant de la gouvernance, oui, nous avons adopté cette approche tripartite. Donc toutes les politiques sont discutées avec ces trois parties.
itself. So you can see the whole structure as actually inclusive of everyone. Nous discutons de tout également avec le département qui gère les ressources humaines au niveau du gouvernement. Nous incluons dans une grande majorité de nos activités les syndicats et le patronat. Nous cherchons toujours à trouver des employés qui correspondent aux compétences recherchées. Nous organisons par exemple des foires à l'emploi. Donc les syndicats et le patronat est toujours représenté dans ces événements que nous organisons. Et donc s'ils trouvent un employé qui les correspond, donc finalement ils peuvent tout de suite faire l'annonce que le poste a été rempli. Donc bien sûr, dans la conception politique, nous incluons également le patronat. Nous essayons de prendre en compte l'opinion du patronat avant de finaliser la conception politique. Alors j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Thank you very much. That's very clear. Alors, votre structure de gouvernance, finalement, est une structure classique. Oui, je vous remercie. Marie-Thérèse, je te passe la parole. J'aimerais savoir comment vous vous servez du dialogue social dans le forum, et surtout pendant la période pandémique. Signaler aussi que les partenaires sociaux, vous l'avez compris, sont des administrateurs publics en Wallonie et ce sont les administrateurs du Forum. Mais avant même de parler de gouvernance, je pense qu'une politique publique, pour qu'elle ait un impact sur le long terme, elle doit se baser sur des expertises. Et les partenaires sociaux aussi interviennent dans la construction d'une expertise avec le service public d'emploi. Et pendant la crise, notamment, pour répondre à la question qui vient de m'être posée, nous avons particulièrement œuvré à la lutte contre les pénuries qui ont été soit exacerbées ou qui ont changé de secteur en raison de l'impact de la pandémie Covid. Nous avons organisé avec les partenaires sociaux des tables rondes avec les 6 principaux secteurs de Wallonie pour vraiment connaître la situation au plus près de la crise et pouvoir élaborer avec eux des plans d'action pour lutter contre les pénuries et pour pouvoir accompagner très très vite, dans le cadre d'un accompagnement qu'on a appelé instantané, les personnes qui venaient de perdre leur emploi. Donc on a vraiment là la volonté de travailler de concert et de répondre aux besoins d'un monde que les anglophones ont appelé VUCA depuis un certain nombre d'années déjà, à savoir V pour volatile, U pour uncertain, donc incertain, C pour complexe, A pour ambiguous. Et moi, j'ai envie de créer un nouveau vocable en parlant de VUCAR, parce que à aucun moment de l'histoire, on s'est rendu compte que les évolutions étaient aussi rapides que maintenant. Et donc, pour évoluer de manière aussi rapide, les institutions seules ne suffisent pas. Elles ont un rythme qui n'est pas assez rapide par rapport à la société. Et donc, il faut des mesures, en quelque sorte, des mesures correctrices et des dialogues et des cénacles où on peut échanger avec les partenaires sociaux de manière beaucoup plus instantanée, beaucoup plus libre et beaucoup plus souple. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant la crise et que nous essaierons d'intensifier parce que le futur va aussi demander de nouvelles manières de fonctionner pour pouvoir gérer toute cette transition sur le marché du travail qui s'annoncent, qui sont déjà là et qui vont vraiment caractériser tous les marchés du travail au niveau mondial.
Perfect. And I particularly like your thinking around the rhythms of institutional evolution, because we see that all the time, that of course, very often social dialogue tends to follow. Oui, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le développement dans le monde institutionnel. Oui, nous savons qu'il y a une véritable période transitionnelle dans le marché de l'emploi. Comment se servir de dialogue social dans la gouvernance de ces changements? C'est ça la question. Donc j'aimerais me tourner maintenant vers le public. Nous avons encore une question à vous poser. De quelle famille SPE faites-vous partie? Nous pouvons encore nous servir de la plateforme Slido. Voici la question. De quelle famille de gouvernance faites-vous partie? Vous avez 4 réponses. Donc, modèle classique tripartite. C'est comme le modèle estonien ou belge. Ensuite, le modèle d'agence directif, Michael y fait référence, notamment dans le cas du Royaume-Uni et de Singapour, par exemple. Donc, ce sont des établissements qui ont une certaine indépendance vis-à-vis du ministère, mais finalement, c'est le ministre qui décide dans la conception politique au moins et dans l'organisation des activités du SPE. Nous n'avons pas encore discuté d'un modèle, c'est le modèle bottom-up ou ascendante, donc le modèle d'acteur local. Le meilleur exemple en étant les États-Unis. Donc ce sont des conseils locaux qui finalement gèrent la situation dans une zone limitée. Ensuite, il y a également le modèle local basé sur la communauté. Ce sont des communautés qui se regroupent et qui opèrent par exemple dans les États-Unis, au Canada et dans différents pays africains. Donc nous avons ces 4 modèles. Le modèle classique, modèle d'agence, modèle ascendante et modèle basé sur la communauté. Donc vous pouvez voter, choisir dans quelle catégorie entre votre SPE. Jacqueline a parlé déjà de ce modèle basé sur la communauté qui n'est pas très répandu dans l'Europe, dans le nord de l'Europe. Si on compare par exemple au reste du monde, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples que tu as rencontrés et qui illustrent ce modèle? Quels sont les points forts de ce modèle? Oui, c'est vraiment très bien de faire cet aperçu de ces 4 modèles. Donc si on parle de ce modèle de l'hémisphère sud plutôt, il faut l'évoquer toujours en combinaison avec d'autres modèles. Donc si nous prenons l'exemple du Brésil, il y a bien sûr des SPE qui sont au niveau national. Et il y a également la possibilité de faire une sorte de sous-traitance de ces services à ces organisations fondées sur la communauté. Et on voit que c'est très performant. Ils utilisent des indicateurs de performance qui montrent que cela fonctionne. L'Ouganda également, juste avant la pandémie, une telle initiative a été lancée à Kampala et dans d'autres zones urbaines. Donc,
Il s'agit des foires, des séminaires, des workshops et autres événements qui réunissent les employés et les employeurs. Donc, il y a une combinaison d'utilisation des moyens financiers du gouvernement local et d'autres moyens. Donc, on crée ainsi une communauté très vive. Dans l'hémisphère sud, il faut se servir de toute partie active parce que le choix n'est pas énorme. Dans les zones rurales, en Afrique, il y a beaucoup de travail informel. Pareil pour l'Amérique latine, le travail informel est très très répandu. Appointment service is in a van and goes to the particular plaza on Wednesdays. Donc, il est tout à fait probable que ce modèle basé sur la communauté s'opère finalement comme SPE dans un minivan, par exemple, que les mercredis. Without that combination model. Donc, si les services ne se rendent pas sur place pour rencontrer les personnes directement, le système ne fonctionne tout simplement pas. Oui, donc la distance est une question importante. Nous parlons ici de comment inclure les différentes parties prenantes. Donc, cette approche outreach, donc les moyens pour atteindre, pour arriver jusqu'aux personnes qui ont besoin d'aide. Les SPE se consacrent plutôt à l'augmentation de l'emploi, mais s'occupent également d'autres aspects. Ils ne se limitent pas à une seule chose. Donc, je pense que les réponses que vous avez données à la question nous donnent un bon aperçu de quelle est la situation dans le monde. Donc, il me semble que la majorité préfère un modèle classique tripartite, 64%, 32% modèle d'agence, 3% modèle local basé sur la communauté et 1% modèle d'acteur local participatif. Donc, voici une possible réflexion. Comment inventer de nouvelles façons pour arriver jusqu'aux chercheurs d'emploi dans le réseau PES en Europe. Pendant ces derniers 10 ans, nous avons constaté que les SPE ne fournissent pas uniquement des services, mais cet établissement sert également pour créer le lien avec les agences locales, par exemple. Through NGOs, through community bodies, is quite challenging. Et bien sûr, il y a également le lien créé avec de la population vulnérable en passant par les ONG, par exemple. Donc, comment résoudre ces problèmes? Pas l'accompagnement de nos demandeurs d'emploi, l'accompagnement du citoyen wallon. Parce que j'ai beaucoup aimé l'explication du logo ce matin avec le cycle de la vie. Parce que l'idée des services publics d'emploi, c'est de s'organiser au mieux pour atteindre notre but qui est un meilleur fonctionnement du marché du travail. Et pour faire ça, on a le levier de l'accompagnement des citoyens, qu'ils soient employeurs, travailleurs, demandeurs d'emploi bien entendu, mais de tout citoyen pendant toute la durée de vie de son entreprise ou de sa carrière professionnelle. Donc l'idée vraiment, c'est de répondre avec
l'idée que le parcours d'un citoyen, il est unique et que les réponses, elles doivent être holistiques. Donc, pour répondre à la question, je pense que le rôle de régie est vraiment très, très, très important et qu'il faut vraiment avoir une idée claire de rôle de chacun, des interventions de chacun et de pouvoir les articuler au mieux les unes aux autres et que chacun puisse participer à ce parcours qui doit demeurer unique parce que chaque citoyen a ses besoins et ses contraintes qui diffèrent d'un endroit à l'autre. Et on essaye aussi d'activer les acteurs locaux pour qu'on puisse répondre au plus près des besoins des citoyens. That's perfect. Thank you very much. Mr. Azuran, if I may come to you briefly. Obviously, Malaysia mirrors very much the rapid economic development that we see in most of Oui, en ce qui concerne la Malaisie, nous avons vu un développement très rapide, une percée même. Et ce matin, nous avons parlé des lacunes qu'il faut combler. Et les États ainsi que les marchés du travail s'occupent de cette question pour que les personnes puissent trouver de l'emploi et travailler. Quelles sont les plus nouvelles approches en ce qui concerne les jeunes pour lutter contre le chômage des jeunes en Malaisie? Merci beaucoup. Pour résoudre ce problème, il est important pour la Malaisie que nous avons une population vieillissante et ce problème devient de plus en plus aigu avec le temps. C'est pour cela que nous essayons de coordonner notre travail avec d'autres organisations, agences, par exemple avec ceux qui s'occupent des jeunes. Et une approche politique ou bien une stratégie que nous avons, c'est que nous essayons de proposer du travail justement aux jeunes. Ici, il est extrêmement important de relier le bon poste et la bonne personne pour que les compétences de cette personne correspondent aux besoins de l'employeur. C'est la chose principale, de relier les deux parties. Avec le ministère des Finances et avec le gouvernement plus largement, et avec une division du ministère des Finances, nous avons créé un paquet des mesures pour recruter les jeunes, parce que c'est ainsi que nous pouvons garantir que les jeunes ont leur place sur le marché du travail, que les employeurs s'intéressent à employer les jeunes, à les embaucher. Et il y a bien sûr des avantages pour l'État également, parce que si les jeunes participent au marché du travail, ils n'utilisent pas les allocations. Donc, d'un autre côté, grâce aux mesures du marché du travail, nous pouvons soutenir financièrement le fait de travailler. Comme je l'ai déjà mentionné, il faut relier l'employeur et l'employé pour répondre aux besoins des deux parties. Ici, il faut tenir compte du fait qu'il nous faut la possibilité d'organiser ces entrevues, les entretiens d'embauche efficaces. Qu'est-ce que nous faisons encore? Nous communiquons non seulement avec l'État et le gouvernement, mais aussi avec les collectivités locales, parce que
and try to Nous avons 2 grandes régions market policy et nous essayons d'avoir un impact sur la façon dont la politique du marché de l'emploi est conçue au niveau local pour proposer nos services, pour avoir des organisations partenaires sur place, parce que souvent, au niveau de l'État, dans les différentes régions, il y a des différences culturelles. Et si nous ne nous occupons pas du niveau local, les services du niveau d'État ne seraient pas tellement efficaces. Donc, grâce à notre travail de coordination, nous pouvons atteindre les jeunes pour les intégrer sur le marché du travail. Merci beaucoup. Vous avez indiqué une chose très intéressante, justement la dynamique entre le gouvernement central et les collectivités locales. C'est vraiment un lien très important. Pep, je voudrais vous poser la question. Si nous regardons vers l'avenir, nous voyons des défis, nous avons parlé des lacunes qu'il faut combler, il faut une réorientation des personnes. Nous avons des plans, des projets, mais en ce qui concerne les partenaires sociaux et les compétences, il y a certaines tensions. Nous parlons des postes protégés, par exemple. Donc, quel type de travail sont proposés maintenant aux personnes? Et quel est le contenu de ce travail? Et de quels employés, de quelles compétences avons-nous besoin? Peut-être vous pouvez partager l'expérience estonienne ces 5 dernières années. Est-ce qu'il y a eu des points de transition ici en Estonie et quelle est la perspective estonienne dans les 10 ans à venir? Je vais commencer par le début pour répondre à cette question. Il y a 2 ans, j'ai visité le Cuba. Moi, je représente les syndicats et je voudrais... je voulais savoir quelle est la situation dans ce secteur là-bas. Et on m'a dit que le salaire moyen est de 30 €. Moi, j'étais choquée et je suis revenue en Estonie. Et je me suis demandé quel était le revenu moyen en Estonie il y a 30 ans. Et c'était justement près de 30 €. Donc, notre point de départ était le même. En Estonie, il y a eu des percées économiques quand l'Estonie s'est libérée de l'Union soviétique. La République d'Estonie a été établie. Donc, ce trajet a commencé en 1991. En 2004, nous avons adhéré à l'Union européenne. Donc notre objectif principal, dès le début, était très ambitieux. Nous voulions être ensemble avec les pays les plus développés du monde. Aujourd'hui, nous voyons que ce développement a pris à peu près 30 ans et nous voyons très clairement que si on analyse les pourcentages, le rythme de notre croissance économique a été beaucoup plus rapide qu'en Europe en général et parmi les pays développés européens. Quand nous faisons des innovations très rapidement,
Cela signifie que les employés doivent être très flexibles, ils doivent être prêts au changement. Les syndicats le sentent très bien. Et nous avons eu des difficultés, bien sûr. Les services de Totokasa sont bons actuellement. Nous investissons dans l'Internet rapide, dans le fibre. Si nous savons que l'État estonien le fait, nous pouvons déjà préparer les personnes à la situation où ils ont déjà un Internet rapide chez eux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le contexte du marché du travail. Totokasa fait bien son travail, mais il ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut travailler avec les ministères et d'autres partenaires. Nous travaillons avec des organisations différentes. Nous proposons des possibilités d'apprendre sur le lieu de travail. Les apprentis, on appelle ça, les employeurs forment eux-mêmes leurs employés. C'est un processus très rapide et il paraît que le rythme s'accélère toujours. Et en même temps, nous avons à peu près 60% du marché du travail qui ne sont pas tellement ouverts à ces changements. Nous avons une population vieillissante, la globalisation et la transition numérique. Tout cela signifie que nous devons tous apprendre tout le temps. Et les partenaires sociaux sont vraiment très importants, mais je dirais que la partie pratique est aussi importante pour que nous puissions atteindre toutes les parties de la population. Merci beaucoup, c'est vraiment très important. Je voudrais terminer cette discussion sur une note positive. Le dialogue social est un processus clé pour surmonter les difficultés sur le marché du travail. Peu importe l'âge de la personne qui entre sur le marché du travail, s'il s'agisse d'une personne âgée ou bien d'un jeune, et comment les pays du Sud puissent surmonter leurs problèmes de travail informel. Nous sommes bien conscients qu'il y a plusieurs modèles de dialogue social. Nous savons qu'il n'y a pas une solution qui convienne à tout le monde. Donc le dialogue social fait partie des activités clés des SPE au XXIe siècle. Et les parties les plus importantes, ce sont la gestion stratégique, la vision stratégique, la capacité de coopérer avec des partenaires, avec des entreprises, avec les agences, la possibilité d'utiliser la politique basée sur les données, la capacité à utiliser les données en général et la capacité à créer la confiance en général. Parce que, comme nous l'avons entendu, la confiance envers les SPE joue un rôle central qui détermine s'ils réussissent dans leur activité ou pas. Et il faut bien sûr améliorer son activité pour que tous les partenaires sociaux participent vraiment à ce processus de modification et d'amélioration. Les citoyens demandent et attendent de plus en plus cela de la part des SPE et c'est très important que les SPE utilisent ce dialogue social en créant cette plateforme centrale pour ce dialogue qui est indispensable à notre économie.
Merci beaucoup à tous les participants, à tous les panélistes, à tous ceux qui ont écouté cette discussion intéressante. Merci pour votre attention. Je pense que nous n'avons plus le temps pour poser les questions, mais je suis prêt à répondre pendant la pause déjeuner. Je vois que vous voulez déjà aller déjeuner. Donc, bon appétit à tout le monde. Merci à nos panélistes. Thank you, Anton. You made a great introduction to our lunch break, which is going to happen now. Maintenant, c'est notre pause déjeuner qui commence maintenant. Après cette pause déjeuner, nous aurons les sessions parallèles en 3 groupes dans 3 salles différentes. Introduction on the screen and also the agenda. Vous voyez sur l'écran où se trouvent ces salles et c'est également indiqué dans votre agenda. Dans votre agenda, nous reprenons à 16h15 dans cette salle.